Nous reprenons le document d'Above Majestic 1 car il est dense et rempli de données intéressantes. Nous le reprenons à la 17e minute au moment où le président des États-Unis David Eisenhower va donner un discours qui prend tout son sens de nos jours. Bonsoir mes compatriotes américains, dans les conseils de gouvernement, nous devons nous prémunir contre l'introduction sans précaution de l'influence, qu'elle soit délibérée ou non du complexe militaro-industriel. La possibilité qu'une puissance félonne puisse gravir les échelons du pouvoir existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids d'une quelconque conspiration mettre en danger nos libertés ou processus démocratiques. Nous ne devons rien considérer comme acquis. Seul un citoyen en alerte et averti peut imposer une bonne cohabitation entre l'énorme appareil de défense militaro-industriel et nos méthodes et objectifs pacifiques afin que la sécurité et la liberté puissent prospérer de concert. Une astronaute alors se présente ici pour exprimer qu'elle comprend tout le sens du discours du président des États-Unis et sa portée encore de nos jours. Elle raconte qu'elle fut choisie pour participer à la colonisation de l'espace qui concerne la création de colonies hors planète. Le choix de Mars fut discuté durant cette période. Lorsque vous entendez des objectifs et que vous entendez des traités entre des ET et le gouvernement, de certaines choses qui se passaient, vous vous dites mais que voulait réellement dire David Eisenhower? Il y a tellement de compartiments dans le système militaro-industriel. Nous comprenons seulement maintenant et j'ai beaucoup cherché et fouillé pour comprendre. Nous devions recruter pour Mars et au fur et à mesure, nous avons découvert le programme spatial secret et un gouvernement de l'ombre, des choses qui se sont passées avant la Seconde Guerre mondiale et l'infiltration à venir allant du projet Paperclip du gouvernement américain à MK Ultra avec toutes ses ramifications. Et le discours prend alors tout son sens de ce que Eisenhower exprimait et que nous devions acquérir notre liberté et rester fort face à ce pouvoir félon qui avait grandi depuis après les découvertes qui furent faites avant la Première Guerre mondiale et après. J'ai compris ce discours que l'on ne m'a jamais expliqué et qui prenait tout son sens. Apparaissait le problème de compartimentation. La NSA signa un traité en 1947, une sorte de loi permettant de divulguer sans donner trop de détails. Et nous voici dans cette époque particulière où le discours d'Eisenhower prend tout son sens dans ce que nous découvrons aujourd'hui. Tout a commencé en 1955 sous la présidence de David Eisenhower où il se trouva dans une situation embarrassante un peu comme s'il était coincé dans un choix impossible et donna cet avertissement au monde. Il fut obligé de signer un genre de reddition face à une faction nazie qui opérait à l'époque. L'un des témoins fut le général Stephen Lovequin, membre de l'équipe d'Eisenhower qui était conscient qu'il avait donné le contrôle aux entreprises et, de ce fait, pas dans les meilleures mains qui soient. Une fois ce traité signé, Nelson Rockefeller restructura l'ensemble des opérations de la C1 à MJ12. Ce fait fit en sorte que les gouvernements légaux et le gouvernement central ne furent plus au courant de ce qu'il se passe encore aujourd'hui. Ils refondèrent également le groupe au complet MJ12 qui avait été mis sur pied par le président Truman en plaçant Alan Dulles comme MJ1 ou chef MJ12, en y plaçant toutes les personnes ayant contribué largement à l'infiltration nazie. Tout ce qui fut créé avec l'ingénierie inversée furent déplacés vers la zone 51 en S4 et Eisenhower avait perdu dès ce moment tout contrôle. Il s'est d'ailleurs vu refuser l'accès à cette zone et c'est pourquoi un général américain 5 étoiles s'énerva et menaçant d'envahir les lieux avec la première armée du Colorado. Ils permirent alors d'y envoyer 2 agents pour rendre compte de ce qui se passait là-bas. Ces agents y trouvèrent plusieurs vaisseaux qui étaient en cours d'ingénierie inverse, des vaisseaux extraterrestres venant d'Allemagne. C'est ainsi, et nous en avons déjà parlé dans les articles précédents, que les nazis avaient acquis une technologie extraterrestre qui leur permit des expérimentations et une évolution technologique impressionnante importée ensuite aux USA et en usage dans l'Antarctique où les Américains poursuivirent des recherches. En 1951, un traité fut signé afin que ces bases de l'Antarctique ne devaient être utilisées qu'à des fins de recherche pacifique. Il y eut alors dans les années 1960 le projet Iceworm, les ingénieurs construisirent une base ICBM comme au Groenland, une base très sophistiquée cachée sous la glace.
Ils travaillèrent sur des projets chimiques et biologiques et étudièrent aussi la manière dont les gens se développaient psychologiquement et il y eut des programmes très très sombres qui se développèrent en Antarctique et sans nul doute encore de nos jours. Ce que la Kabbale ne veut pas, c'est que nous sachions ce qu'il se passe dans ces bases et tous les crimes horribles contre l'humanité qui se sont perpétrés dans ces bases. Nous sommes à la 26e minute de ce document Above Majestic 1. La fantastique découverte de l'amiral Byrd. Nouveau monde, la théorie de la Terre creuse. La théorie de la Terre creuse a été émise pour la première fois en 1906 par un écrivain américain, William Reed, et reprise plus tard par un autre américain, Marshall B. Gartner, en 1920. En 1959, F. Amadeo Giannini écrivit le premier ouvrage sur le sujet depuis les travaux de Gartner. La même année, Ray Palmer, rédacteur en chef du magazine Soucoupe volante, se servit de cette théorie pour offrir à ses lecteurs une explication logique de l'origine des soucoupes. L'amiral Richard Evelyn Byrd, grand chancelier de l'Ordre de Lafayette et de la Croix du Mérite, secrétaire perpétuel de l'Académie fédérale de la Marine et des Sciences. D'après un article de Jean Brun de l'hebdomadaire Nostra du numéro 425 de la semaine du 29 juin au 4 juillet 1980, aurait vécu une aventure tout à fait exceptionnelle dans les glaces du pôle Nord et du pôle Sud. Le 9 mai 1926, il tente le survol du pôle Nord. Responsable des pilotes de l'expédition arctique de Donald Baxter McMillan, en 1925. Le 9 mai 1926, il tente le survol du pôle Nord avec le Fokker F-7A-3M baptisé Josephine Ford, quelques jours avant le survol du pôle par Amundsen avec le dirigeable Norge, mais il est contraint de faire demi-tour à cause d'une avarie. Il reçoit néanmoins la médaille du Congrès. La fantastique découverte de l'amiral Byrd en Arctique. Le 14 juin 1926 à 74 mètres d'altitude à 12h08 en Arctique, végétation luxuriante. Byrd, accompagné d'un capitaine de vaisseau et de 2 quartiers-maîtres, marchait depuis des heures sur la banquise. Escaladant les moutonnements chaotiques des glaces éternelles, dévalant de dangereux à pics plus périlleux qu'un rocher vertical. Et soudain, du haut de la falaise blanche où l'expédition était parvenue au prix de 1000 dangers, ils découvrirent un spectacle inoubliable. Sous leurs yeux médusés s'étendait une longue vallée étroite et profonde couverte d'une végétation luxuriante et apparemment baignée d'un chaud soleil permanent. Une véritable oasis de vie au milieu du grand désert de glace. D'un geste machinal, Richard Byrd consulta son thermomètre, -58 degrés. Son adjoint, le capitaine Fitin, nota sur le journal de marche, le 14 juin 1926 à 74 mètres d'altitude à 12h08. Les 4 hommes se mirent à dérouler les échelles de corde pour rejoindre la merveilleuse prairie qui s'étendait à une centaine de mètres en contrebas au pied de la muraille de glace, au sommet de laquelle ils se trouvaient. Après une longue heure de descente, ils avaient changé de monde, une plaine où régnait une végétation prolifique et presque paradisiaque s'étalait devant eux. La chaleur douce et pénétrante, le thermomètre indiquait 19,8 degrés, les obligea à quitter leurs équipements d'explorateurs polaires. Sous leurs pieds, ils foulaient une herbe drue et grasse. À perte de vue, en croyant à peine leurs yeux, Byrd et ses compagnons apercevaient des petits ruisseaux coupant les herbages naturels, des lacs, des collines boisées. À 1500 mètres environ, ils virent une tache brune qui se déplaçait lentement. Jumelle braquée, Richard Byrd observa un animal massif au pelage brun qui entra dans un fourré. Un animal qui ressemblait étrangement à un mammouth. Hélas! Il fallait borner là, l'exploration de ce jour. La fatigue de chacun, le manque de vivres, l'épuisement des accumulateurs de radio faisaient un devoir au chef du détachement d'ordonner sans perdre un instant le retour au campement de base. Après avoir repris quelques forces et renouvelé leurs équipements, Byrd et ses compagnons prirent, à nouveau, la route pour tenter de retrouver ce qu'il appelait entre eux le paradis perdu. Malheureusement, il leur fut impossible de retrouver la vallée. Situé pratiquement à quelques kilomètres du pôle géographique, il avait été impossible au capitaine Fitin d'en effectuer le relevé des coordonnées topographiques.
Byrd entra tout simplement dans les déclivités polaires, qui pénètrent à l'intérieur creux de la Terre, là où règne un climat tropical et où se développe une vie végétale, animale et humaine. Ces déclivités polaires nous sont inconnues actuellement et les gouvernements nous le cachent, car ils savent que c'est de là que sortent certains ovnis, prouvant que la civilisation atteinte par les gens de l'intérieur dépasse de loin nos capacités technologiques et que l'on n'a aucun intérêt à les affronter. Notre planète est creuse, l'entrée se trouve au pôle. Voilà la découverte de l'amiral Richard Evelyn Byrd, grand chancelier de l'Ordre de Lafayette et de la Croix du Mérite, secrétaire perpétuel de l'Académie fédérale de la Marine et des Sciences. D'autres personnalités comme le docteur Frank Strange, pasteur d'église évangélique et ufologue de grande renommée, étaient autrefois dans les années 50 et 60 actifs dans l'administration des services secrets américains, confirment cette découverte et ajoutent sans permission de l'intérieur personne ne pourra s'y aventurer. Il est également connu qu'aucun avion de ligne ne survole le pôle. Beaucoup de lecteurs croient que des vols commerciaux franchissent continuellement le pôle et passent de l'autre côté de notre globe. Cela est faux, bien que les officiels des lignes aériennes, quand on les questionne, prétendent le contraire. Le problème est que, des manœuvres de navigation interviennent et éliminent automatiquement tout vol en ligne droite au-dessus de ces lieux. En examinant le trajet des vols à travers les régions polaires, nous nous apercevons que ce trajet contourne toujours le pôle ou passe à côté, mais ne le survole jamais. Antarctique, 29 novembre 1929. Le 29 novembre 1929, Byrd tente le survol du pôle Sud qu'il réussit après un vol périlleux de 18 heures à basse altitude. Il utilise alors un Ford trimotor baptisé Floyd Bennett. Antarctique, 12 décembre 1929. Décembre 1929, la découverte mémorable du 12 décembre d'une terre jusque-là inconnue au-delà du pôle Sud, découverte faite par le capitaine Sir George Hubert Wilkin, exige que la science révise la conception qu'elle s'était faite du profil sud de la Terre. Antarctique, 1933-1935. À cause du mauvais temps, cette expédition faillit lui être fatale, car, confiné dans un abri creusé dans la glace, il est près de l'asphyxie par monoxyde de carbone. C'est la radio qui le sauve et permet son rapatriement. Arctique, 1947. Les thèses de Reid et de Gartner trouvèrent une confirmation dans les expéditions polaires de Byrd en Arctique, en 1947. Le 19 février 1947, l'amiral Byrd s'envole du camp de la base arctique, pour effectuer un vol de plus de 2700 km, 1700 milles, au-delà du pôle Nord. Dimbrova, explorateur russe, février 1947, j'aimerais voir cette terre au-delà du pôle Nord. Cette terre qui est le centre du grand inconnu. Carnet de vol, camp de base arctique, 19 février 1947. Journal de bord de l'amiral Byrd. Je dois écrire ce carnet de bord secrètement et dans l'ombre. Il concerne mon vol arctique du 19 février 1947. Il viendra le temps où la pensée rationnelle des hommes deviendra insignifiante et que l'on devra accepter l'inévitable vérité. Je ne suis pas libre d'assurer la mise au jour de la documentation suivante qui fait l'objet de cet écrit. Peut-être ne verra-t-elle jamais la lumière de l'analyse publique. Mais je dois faire mon devoir et l'enregistrer ici, pour tout un chacun, afin qu'il puisse un jour en prendre connaissance, dans un monde qui, je l'espère profondément, ne laissera pas l'avidité et l'oppression abusive d'une partie de l'humanité nous soustraire ce qui est vrai plus longtemps.